Ya tisane de camomille que ma maman m'a donnée. Bonjour, aujourd'hui je me suis dit, inspirée par une vidéo de Amy Reads, je me suis dit que on allait trier, faire une tier list des couples de la littérature, sachant que pour faire cette liste, j'ai réfléchi aux livres que j'avais lus dans lesquels il y avait des couples et j'ai pris les premiers qui me passaient par la tête. C'est absolument pas exhaustif. C'est seulement ceux que j'avais sous les yeux dans mon salon, ici, etc. Il y a de tout. C'est le bazar. Ça va être très fun. Donc, mes catégories, qu'est-ce que c'est? Première catégorie, jackpot. Meilleur couple du monde. Trop mignon. On les adore. Et les personnages pris séparément sont excellents et ensemble, ils sont encore mieux. On veut être eux. On les kiffe. C'est des phares du romantique. Voilà. Jackpot. Deuxième, cute, ils sont mignons, sans forcément de plus. Ils sont choux, mais on les aime bien. Troisième, allez chez un ou une psy. Vous êtes mignons ensemble, vous marchez bien ensemble, mais il y a quelques problèmes qu'il faudrait régler, n'est-ce pas? Peut-être une thérapie de couple pourrait vous être utile. Quatrième, weird vibes. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui déconne, un peu burk. Cinquième, masochiste. Là, clairement, vous vous faites du mal l'un l'autre. Il y a quelque chose qui va pas. Laissez tomber. Arrêtez tout de suite. Vous trouverez mieux ailleurs. On arrête, s'il vous plaît. Dernier, casse-prison. Ok. Alors, on commence par... Jude et Cardan. Le prince cruel. Clairement, hein. Clairement. Donc, on a Jude qui est une humaine, qui est une demi-fée. Ouh là là, ça remonte. Ils sont tous là. Enfin, la trilogie originale et le sequel. Mais ça remonte. Jude qui est une demi-humaine, demi-fée. Et Cardan qui est lui 100% fée, qui se déteste. Voilà, c'est dit, ils se détestent. C'est un enemies to lovers, donc ils ne s'apprécient pas beaucoup. Ils sont même ennemis jurés. Puisque lui est abject avec elle et sa sœur. Il les bully totalement pendant les cours. Il lui dit des choses affreuses. Et puis elle veut le tuer, globalement. À un moment, elle l'a sous son emprise. Elle le force à prêter serment pour qu'il lui obéisse. Ce n'est pas très sain. Ce sont pas les bases d'une relation très saine. Donc je pense que oui, on veut tous que vous finissiez ensemble, les gars. Oui, on vous adore, bien entendu. Il y a une tension de malade entre vous. Mais s'il vous plaît, réglez vos problèmes. Allez chez un ou une psy, ça serait bien. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équivoque sur cette question-là. Jude et Cardan, allez chez une psy. Ou un psy. Qui en a ensuite? Wouhou, ch'touk. Achille et Patrocle. Ah, mais ils sont cousins. Achille et Patrocle. J'allais mettre jackpot. Dans ma tête, c'était jackpot. Mais après, il y a quand même cette histoire d'Achille qui doit choisir entre devenir un héros malgré ce que la prophétie a dit, c'est-à-dire que s'il devenait un héros, il allait mourir. Ou alors vivre mais oublier, et que plus personne ne parle jamais de lui après sa mort. Et cet enfoiré, il aurait très bien pu choisir de ne pas aller se battre et de rester avec son cousin. Mais il ne l'a pas fait. En vrai, est-ce qu'il aurait pu choisir? Ou est-ce que c'est le destin qui... Est-ce qu'il était prédestiné à devenir un héros? Je ne sais plus. Je parle spécifiquement de Achille et Patrocle dans Le Chant d'Achille de Madeleine Miller. Parce que j'ai essayé de lire l'Iliade, ça ne s'est pas très bien passé. Donc je ne peux pas dire par rapport à ce qui se passe dans l'Iliade. Mais bon, du coup je sais pas si c'est un jackpot parce que j'ai l'impression que... Bon, allez quand même. Ils sont quand même très très mignons. Ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. C'est une amourette naissante petit à petit.
Je pense que ça va dans le jackpot, hein. Ok, jackpot, c'est décidé. La suite, hein. Arwen et Aragorn. Arwen et Aragorn, donc Seigneur des Anneaux. Elle est une elfe. Lui est un... c'est un rôdeur, disons. Mais donc il va quand même vivre plus longtemps qu'un humain. Mais elle est immortelle. Et lui, il va quand même mourir à un moment. Pour être ensemble, il faut qu'elle renonce à son immortalité, puisqu'elle ne veut pas le voir se décrépir petit à petit parce qu'elle l'aime. Donc elle renonce à son immortalité et ils vivent de longues années ensemble, un règne prospère. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Je pense que c'est parce qu'on les voit une fois qu'ils ont déjà commencé leur romance, on les voit pas au début. Et donc on n'a pas l'installation des sentiments et je trouve qu'on comprend pas vraiment pourquoi ils sont ensemble, pourquoi ils sont faits l'un pour l'autre. C'est un peu ça qui me gêne. Je pense que c'est pour ça qu'on va les mettre dans Cute et pas dans Jackpot. Parce que oui, c'est beau. Oui, elle va renoncer à son immortalité pour lui et elle le fait, c'est beau. Mais je sais pas, il manque un petit truc. Ok. On a Emma, Monsieur Knightley et Emma. Ah oui, je sais ce que j'aime chez Monsieur Knightley et chez Emma. Je sais ce que j'aime, c'est qu'il lui fait voir quand est-ce qu'elle est mauvaise, quand est-ce qu'elle est méchante ou cruelle ou impolie, etc. Et quand est-ce qu'elle n'est pas la meilleure version d'elle-même, et il lui fait voir ça. Et il lui fait pas de reproches, mais elle a honte par rapport à lui, parce qu'elle sait que lui c'est un homme bien. Et en même temps, lui se considère absolument pas comme un... Enfin, lui aussi se voit plein de choses à se reprocher. Je pense au film de 2020, mais la scène sous l'arbre, trop mignon. Dans le livre, c'est aussi bien évidemment très très mignon, le fait que Emma passe son temps à élaborer des parties pour les autres et jamais pour elle. Ah, ils sont mignons. Ils sont mignons. Je dirais pas que c'est jackpot parce qu'ils ont quand même une différence d'âge qui, moi, me gêne un peu. Je sais que c'est des pokers, bien entendu, mais je sais plus leurs âges. Je pense qu'elle est jeune et que lui est vieux, comme d'habitude. Je sais pas, ça me gênait un peu. Mais bon, voilà, ils vont aller dans Cute. Ils sont choupis, c'est très bien. Bravo les gars. Pipi, pipi, pipi. Ah bah faisons ça. L'écume des jours Boris Vian, Chloé et Colin. Chloé a un nénuphar qui lui pousse dans le poumon. Et pour combattre cette maladie, Colin doit se ruiner en fleurs. Parce que c'est les bouquets de fleurs qui, avec l'odeur des fleurs, vont faire reculer le nénuphar. C'est une jolie histoire. Il y a des tas de citations très belles entre Chloé et Colin. Et évidemment, c'est, spoiler, hyper triste. On n'en apprend pas énormément sur Chloé dans le livre. Elle n'est pas 100% construite, je dirais. Et c'est un peu dommage. Mais je pense qu'ils vont quand même aller dans Cute. C'est pour ça que je leur mets pas un jackpot. C'est parce que, en soi, à eux deux, sans l'un et l'autre, ce sont pas des personnages hyper intéressants dans le sens où Chloé, on la connaît pas si bien que ça. On la connaît plutôt seulement par rapport à sa relation avec Colin, mais pas tant toute seule. Cela dit, L'écume des jours en tant que livre, incroyable. L'écriture de ce truc, ça a rebranché toutes les fonctionnalités de mon cerveau quand j'avais 15 ans. Terrible. Mais bon, ils sont cute. Ensuite, on a Mercedes et Edmond Dantès. Donc, dans Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, à cause du Game of Thrones de cette année, je pense que beaucoup de gens ont relu ou lu, ce qui était mon cas, Le Comte de Monte Cristo, donc je l'avais jamais lu avant et je l'ai lu cette année. C'était très bien, mais Edmond et Mercedes,
Donc Edmond, c'est un marin qui va être promu capitaine. Il aime Mercedes, Mercedes l'aime. Ils vont se marier, tout leur sourit. Mais des personnes jalouses de tout ce succès de Edmond font en sorte qu'il atterrisse en prison car il est soupçonné d'être bonapartiste, ce qui est une totale mise en scène. Il ne l'est absolument pas, mais bon voilà. Et donc il va en prison pendant 14 ans, je crois. Et Mercedes, qui avait promis de l'attendre, ne l'attend pas. Elle se marie avec quelqu'un d'autre. On peut la comprendre. C'est un peu long d'attendre quelqu'un pendant 14 ans, surtout quand on pense qu'il est mort, parce qu'elle n'a aucun signe de vie de Edmond. Personne ne sait ce qu'il est advenu de lui. Ils ont remué ciel et terre avec son papa et avec Mercedes pour essayer d'avoir des nouvelles. Ils n'en ont pas. Je comprends qu'au bout d'un moment, elle se dit « Bon, tant pis, je vais quand même me marier ». Le truc, c'est que quand ils se retrouvent, déjà, elle le reconnaît tout de suite, elle ne dit rien. Je pense qu'elle n'est pas très sûre si c'est bien lui, mais bon, quand même. Et puis une fois qu'elle est sûre que c'est lui, elle ne s'excuse pas. Ils se parlent à demi-mot, ils n'ont pas de conversation réelle. Edmond, il lui en veut terriblement. À aucun moment, il se met à sa place et il se dit « Bon, si j'avais dû attendre 14 ans et que je pensais qu'elle était morte, peut-être que je serais passée à autre chose. » Non, c'est un non. Les gars, je vous conseille même pas d'aller chez le psy. Je vous conseille d'aller chez le psy, chacun de votre côté. Mais ensemble, c'est fini. Vous allez dans le masochiste et vous n'avez pas le choix. Non, c'est non. Vous n'êtes pas fonctionnel, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Vous êtes trop rancunier et vous êtes trop plein d'ego. Ça ne marchera jamais. Et en plus de ça, c'est pas une très jolie romance. Je veux pas trouver ça hyper chouette. Elisabeth et Monsieur Darcy. Orgueil et préjugés, hein, bien entendu. Jane Austen. C'est juste excellent. Donc Elisabeth, c'est une jeune femme qui vient d'une... Ah oui, fratrie, mais pour les filles. Sororité, non hein. Qui vient d'une famille avec 5 sœurs. Attends. Elisabeth, Jane... Je pense qu'elles sont 4 en tout. Elles sont 4. Et bon, bah à cette époque-là, il faut bien se marier hein, pour arriver à quelque chose dans la vie. Et là, quand elle voit Monsieur Darcy pour la première fois, elle se dit « Mais c'est qui ce type ? Il tire la gueule là dans son coin, il danse pas, il parle à personne, on est à un bal, c'est quand même fait pour danser. Pourquoi il est là quoi ? Mais qu'il s'en aille, en plus il me regarde bizarre, Burke quoi. » Donc elle ne l'aime pas tellement. Et puis elle joue un peu avec lui quand même, hein. Elle s'amuse... Elle s'amuse à lui répondre, elle lui lance des petites piques et tout. Lui, évidemment, il aime bien ça, mais il ne le montre pas. Et puis, il la demande en mariage, en insultant sa famille. Et elle est là, mais t'as vu ce que tu dis ? Bien sûr que je vais pas me marier avec toi. Je ne vais absolument pas me marier avec quelqu'un qui daigne se rabaisser à se marier plus bas que son rang, à une famille pauvre. Et avec tellement peu de manières, parce que bon, elle, ça va encore, mais sa mère et ses sœurs, voilà. Donc, Elisabeth lui dit « Non, mon ami ». C'est encore une fois la même mécanique, en fait, qu'avec Emma et Mr. Knightley. Ils ont des remords chacun dans leur coin, et puis quand ils s'en parlent, c'est super chouette, parce qu'on se rend compte que chaque partie s'en veut terriblement pour des choses qui, en fait... C'est encore une histoire d'ego, évidemment, Orgueil et préjugés, c'est dans le titre. Où est-ce qu'on va les mettre ? J'ai pas envie de les... en même temps... Une fois, en fait, ce qui est chouette, c'est qu'ils surmontent leurs problèmes, ils surmontent leur orgueil et leurs préjugés, et ensuite ils font un couple parfait. Je pense que ça mérite quand même un jackpot. Parce que c'est tout ce travail pour que la relation aille bien, qui porte ses fruits, et ils se marient, et tout le monde est heureux. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et ils sont plus hauts que Emma. Je sais plus pourquoi, j'ai plus Emma en haut, mais soit. Deuxième jackpot, yeah! Il nous reste 5, je vais faire Sophie et...
Sophie Howell. J'ai lu le livre, mais ça date, hein. Pourquoi je l'ai mis dans cette liste? C'est aussi une chouette évolution de relation, parce qu'au début, ils peuvent pas se supporter, et puis peu à peu, ils tombent amoureux, ça c'est joli. En même temps, je pense qu'ils étaient cute, et en même temps, je pense qu'ils étaient un peu bizarres, un peu chelous. On va les mettre dans Weird Vibes. Juste parce que c'est une vieille dame. Allez dans Weird, et on n'en parle plus. Ici, on a Marianne et Connell de Normal People de Sally Rooney. Ils ont des énormes problèmes de communication. Ils ne savent pas communiquer. C'est terrible. À un moment, ils sont ensemble, tout se passe bien. C'est absolument trop chouette. Ils admettent l'un et l'autre que c'est le meilleur moment de leur vie. C'est les meilleurs mois de leur vie, voilà. Et puis à un moment, Connell, il perd son job. Donc il a plus assez de sous pour rester pendant l'été à Dublin. Et donc, au lieu de demander à Marianne « Est-ce que ça t'embête si je loge chez toi pendant les 2 mois de l'été et comme ça on reste ensemble pendant tout l'été et ça va être super chouette parce qu'on s'aime et c'est top », il lui demande pas, et puis il lui demande pas, et puis d'un coup il lui dit « Bon ben, faut que je m'en aille cet été ». Et lui, dans sa tête, en disant ça, c'est la question de « Est-ce que je peux rester chez toi ?» Mais bien sûr, il le demande pas, donc elle est en mode « Mais pourquoi tu pars? Tu m'aimes pas en fait ?» Elle se braque totalement. Toute la communication est disparue et ils finissent par rompre. Et toi, tu lis ça et t'es là, mais communiquer un petit peu plus, juste un petit peu plus de communication, ça serait tellement plus simple, ça irait tellement mieux, ça réglerait tous vos problèmes, d'accord? Je sais que vous avez des problèmes de confiance en vous, je sais que vous avez des traumas, travaillez dessus par pitié. Même à la fin du livre, je trouve que c'était pas tellement réglé que ça. À la fin du bouquin, il va avoir son éditrice et il mentionne son nom et elle dit oh, « Tu couches avec elle, c'est ça ?» Parce qu'elle est tellement insécure et elle a toujours pas appris et ça m'a tellement énervée tout le long du livre. Et en même temps, ils sont tellement chouettes tous les deux et on a tellement envie qu'ils finissent ensemble, bien entendu, parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre et toutes les relations qu'ils essayent à côté, ça échoue parce qu'ils arrêtent pas de penser à l'autre dans le fond de leur tête pendant tout le temps où ils sont pas l'un avec l'autre et où ça rate encore et encore. Donc, les gars, vous allez chez un psy. Bah d'ailleurs, Connell le fait. Hein. Mais bon, voilà. Vous allez chez un psy et on n'en parle plus. Ah oui, et aussi le fait que... Très belle relation parce que il répare les dommages que le papa de Marianne a créés. Et les dommages que le frère de Marianne a créés ensuite en répétant les schémas. Et lui, il dit mais plus jamais quelqu'un lèvera la main sur toi et il travaille activement pour être un bon partenaire pour elle et pour qu'elle se sente en sécurité dans la relation, etc. Et ça c'est vraiment hyper beau. C'est une belle relation et ils sont chouettes l'un et l'autre séparément mais ils ne savent pas communiquer. Ah, il nous en reste que 3. On a Ulysse et Pénélope de l'Odyssée. Ulysse qui s'en va pour la guerre de Troie et qui ne rentre que 10 ans après. Est-ce que c'est 10 ans ou est-ce que c'est 20 ans? Je ne me souviens pas. J'adore parce qu'il spoil totalement dans le résumé, t'as toute la fin. Fun les gars. Pendant tout ce temps, Pénélope elle reste dans son château. Pépouse, pas si pépouse que ça, parce que instantanément, il y a des tas de prétendants qui veulent prendre la place d'Ulysse, parce que personne ne sait ce qu'il est advenu de lui, personne ne pense qu'il va rentrer, donc ils veulent tous pécho la Pénélope et devenir roi d'Ithaque à la place d'Ulysse. Et donc elle élabore cette fameuse stratégie où elle tisse. Est-ce que c'est sa traîne de mariée? Oh là là, c'est la vidéo où on voit que je ne connais rien en fait. Elle tisse un tissu. Voilà la fonction du tissu ici. Et elle a dit à ses prétendants, quand le tissu sera terminé, quand j'aurai fini de le tisser, je prendrai une décision pour l'un de vous. Et toutes les nuits, elle le défait
Et tous les matins, elle le recommence. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit de la supercherie. Et donc on lui dit, bon, ma cocotte, va bien falloir choisir maintenant. Et juste à ce moment-là, Ulysse rentre, évidemment. Il massacre, spoiler, il massacre tous les prétendants avec son arc que lui seul peut bander parce que lui seul a la force. Son chien le reconnaît et meurt. Et Pénélope le reconnaît parce qu'il sait comment le lit a été construit. La pièce a été construite autour du lit. C'est Ulysse qui a construit le lit lui-même dans un chêne millénaire. C'est un jackpot, hein, clairement. Le fait qu'elle l'ait attendu pendant tout ce temps. Mercedes, prends-en de la graine, ok. Le fait qu'elle l'ait attendu pendant tout ce temps, le fait que lui, il a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir revenir à elle et à son royaume, accessoirement, mais bon voilà, qu'il a traversé toutes les mers possibles, la Méditerranée, mais bon, qu'il est tombé dans tous les pièges possibles, les uns après les autres, et qu'il s'en est toujours sorti pour rejoindre sa Pénélope, c'est quand même beau. Il nous en reste que 2. Allez, c'est Jane Eyre et Monsieur Rochester. Alors déjà, ils vont super bien ensemble. On veut qu'ils soient ensemble, ils ont le même humour, ils se trouvent tous les deux incroyablement intelligents, ils se respectent. Elle est jeune, il est vieux, c'est un peu Burke, mais encore une fois, c'est l'époque, tant pis. Ils vont très bien ensemble. Il la demande en mariage. L'orage s'abat sur un arbre, c'est très symbolique. Elle pleure comme une madeleine. Elle n'en croit pas ses oreilles parce qu'elle est tellement laide que jamais personne n'a voulu d'elle. Mais elle est belle à ses yeux. Et à l'hôtel, on découvre qu'il a une femme. Enfin, elle découvre, nous on le savait déjà, mais elle découvre qu'il a une femme. Quel enfoiré, quoi! Mais quel enfoiré! Encore une fois, communication zéro. Les gars, sérieux, faites un effort s'il vous plaît. J'hésite avec case prison, hein, parce que rien que ça, en plus, ça lui vaudrait la prison de se marier avec une autre femme alors qu'il n'est pas divorcé avec son ancienne. Bon, après, on se rend compte qu'il y a des raisons pour lesquelles il cache son épouse et il veut plus en entendre parler, mais c'est quand même très cruel et pas très legit. Après, il paye, hein. C'est dur, où est-ce qu'on les met? Bon, c'est pas un jackpot, ça c'est sûr, parce que... Non, un jackpot, ça aurait été on se marie une seule fois et tu n'as pas une femme. Ils sont cute, ça c'est sûr, mais en même temps, il y a un élément de plus, je trouve. Aller chez une psy, pas vraiment, parce que... Bah, ils règlent leurs problèmes entre eux, en gros. Puis ça va, en vrai. Weird vibes. C'est un peu des weird vibes. Un masochiste, je pense pas, parce qu'ils finissent quand même bien ensemble à la fin. Et ils s'améliorent l'un l'autre. Ça va. Case prison. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et ça parle aussi de qu'est-ce qu'on fait, de la maladie mentale. Surtout à cette époque-là, parce qu'elle n'a pas une maladie mentale, elle est hystérique. Et c'est pour ça, sûrement que l'enfermer, ça va tout régler, ça va aller mieux. J'ai pas envie de les mettre dans case prison parce que c'est tellement beau. Et ils se disent des tellement belles choses. Il y a des tellement belles phrases dans ce livre. Je pense qu'ils vont aller dans Weird Vibes. C'est dur. Je me décide pour Weird Vibes. La fin, le dernier. Le dernier, c'est Call Me By Your Name, Elio et Oliver. Donc, l'histoire. Le fils d'un professeur en Italie, il a 17 ans. Et tous les étés, son papa prend un stagiaire, un étudiant, doctorant qui va l'aider à trier des papiers, à faire ses articles et tout. Et en échange, il est logé et il peut travailler sur sa thèse. Et cette année-là, c'est Oliver qui arrive des États-Unis. Oliver qui a 24 ans. Et petit à petit, ils se rendent compte de l'attirance qu'ils ont l'un vers l'autre. Et c'est une histoire de découverte de sa sexualité. C'est une histoire de découverte de la sexualité. Parce que Elio a aussi des aventures avec
une fille du voisinage qui s'appelle Martia, qu'il traite comme une vieille chaussette, vraiment aucun égard pour elle, absolument zéro. Et à aucun moment dans le livre c'est adressé, personne ne lui fait de reproche sur ça, elle le pardonne, elle est en mode bah oui mais je sais que c'est parce que tu aimes Oliver plus ou moins, tant pis écoute c'est pas grave. Mais meuf, j'ai envie de te laisser tomber comme une vieille chaussette et toi tu continues à... Ok, si tu veux. Le papa a un magnifique discours, trop beau, sur le fait d'écouter ses désirs, je dirais. Et c'est vraiment très beau. Et puis surtout, c'est un livre qui, pour moi, évoque très fort la nostalgie de quelque chose que tu as toujours, mais que tu sais que tu vas perdre. Une nostalgie anticipatoire. Et c'est vraiment un premier amour que l'on n'oublie pas, quoi. C'est très beau. Mais encore une fois... Donc je suis désolée, les gars. En plus de ça, ça dure un été. Et ensuite, ils auraient eu une possibilité de se retrouver, tu vois. Sauf que le frérot, le Oliver, ce qu'il a omis de mentionner, c'est que lui aussi, il a une fiancée et qu'il va se marier. Et donc ensuite, il s'en va, vu que c'est la fin de l'été, et puis il les appelle. Bon bah voilà, je me suis mariée. Ok, super comportement, très bien. En plus, je vais pas dire, mais ton amoureux de l'été, là, il avait 17 ans. Et en même temps, c'est une tellement belle histoire. Donc je suis désolée les gars, casse prison. Parce que il était mineur et tu étais mariée. Mais en même temps, ben ça dit vraiment quelque chose sur le désir et la nostalgie et la mélancolie. Et qu'est-ce qu'on fait avec le temps qui nous est accordé. Et comment on gère le temps qui passe. Et comment est-ce qu'on fait quand on sait que quelque chose va devoir avoir une fin. Et qu'on veut absolument pas que ça s'arrête. C'est un des meilleurs livres pour moi. Et en même temps, je reconnais qu'il est très problématique. Bon, voilà, c'est notre tier ranking. Au final, on a 3 jackpots. Achille et Patrocle, Elisabeth et Mr. Darcy, et Ulysse et Pénélope. Ouais. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je me suis bien amusée. Bon, c'était très random, hein. C'était vraiment des couples que j'ai sortis comme ça de ma mémoire. Absolument pas triés. Je me demande si on pourrait pas faire une édition Game of Thrones, parce que ce serait très marrant. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont franchement aucun sens dans cette saga-là. Donc ça se trouve, il y aura un épisode 2. Et puis sinon, à la prochaine.